Bonjour. Bonjour. On a un petit sujet important dont on souhaiterait vous parler aujourd'hui à la Fédération. C'est que notre marché, enfin le marché de la communication dans sa globalité, fait 35 milliards. 35 milliards, c'est énorme. Nous, on se partage une toute petite part de ce marché qui est 1,4 milliard, 1,5 milliard selon les chiffres, soit un tout petit peu plus de 4%. Ici, on est énormément de concurrents, on va se prendre des parts de marché les uns chez les autres, c'est assez odieux, assez détestable. C'est pas chez nous, c'est pas chez mon voisin que j'ai envie d'aller prendre des parts de marché, c'est dans le reste de la communication. C'est chez les médias télé, c'est chez les annonceurs qui mettent des affiches quand je prends le bus devant. Et pourquoi il va falloir que je fasse comprendre à mes clients qu'il faut qu'ils fassent de l'objet média plutôt qu'une campagne de publicité, c'est que l'objet média, c'est le média qui change tout. C'est le seul média qui suscite une émotion. C'est le seul média auquel on dit merci. Vous avez déjà dit merci à une affiche publicitaire, vous ? Ouais, il n'y a que Derek, mais bon, c'est un cas à part. C'est le seul média viral. Vous prenez votre tote bag, vous le mettez sur votre épaule, vous allez vous promener dans la rue, tout le monde voit votre message qui se déplace, qui vit, qui se transporte. C'est le deuxième média préféré des jeunes Français. Et c'est qui les jeunes Français ? C'est les 29-35 ans. Oui, je suis un peu vieille. Et c'est du coup ceux qui achètent aujourd'hui, c'est ceux qui font des choix de consommation. Ce sont nos clients annonceurs. Alors je l'ai dit, le seul média qui suscite une émotion, le seul média auquel on dit merci, c'est aussi le seul média qui s'invite dans le quotidien des consommateurs. Vous ouvrez vos placards, des objets médias, vous en avez partout. Des pubs télé, vous en avez plus partout. Enfin, c'est le média le plus durable. On mesure, et les études mesurent qu'en fait, un objet média, il est conservé entre 12 et 24 mois. Pareil, je reprends toujours mon affiche publicitaire, mais je vous promets, je lui en veux pas. Elle dure 2 semaines dans le métro, et encore quand l'annonceur a vraiment les moyens. Enfin, c'est le média le moins cher. Parce que même s'il est bien fait, même s'il est qualitatif, il reste à un prix raisonnable comparé à une campagne télé. Pour parler de tout ça, on a fait une table ronde avec des experts du métier. On a Max de la société Beware, on a Marc de la société BIC, on a Julien de XD Connect et Simon le petit timide qui va venir par ici de chez Wallomo les philosophes. Et du coup, j'ai quelques questions à vous poser. Pour toi, Max, on va commencer par toi, tu es le premier. En quoi l'objet média est-il un média unique dans une campagne de communication 360 ? Eh bien, écoute Cécile, comme tu l'as dit justement en introduction, c'est le seul média pour lequel en fait on reçoit un merci. C'est le seul média qui va nous permettre de créer une interaction en fait avec la personne qui va le recevoir. Effectivement, j'ai rien non plus contre ton affiche, mais ton affiche, elle est figée, elle parle pas, elle dégage aucune émotion. Un objet média, quoi qu'il en soit, on va rester sur un produit qui va être utilisé. Le logo qui va être apposé forcément donc sur le produit va être visible, d'accord ? Automatiquement, on a un taux de mémorisation qui a été contrôlé au niveau et je dirais réalisé à travers des enquêtes. On a 71% de taux de mémorisation d'un logo, donc c'est extrêmement important pour l'annonceur, bien entendu, et surtout une durée de vie qui est de 12 à 24 mois où on va donc conserver l'objet, que ce soit un objet d'écriture, que ce soit un textile que l'on va porter. Garder un objet média entre 12 et 24 mois, on peut considérer que c'est vraiment un investissement qui est rentable pour l'annonceur. Donc c'est vraiment pas, je dirais, les budgets sur lesquels il faut faire des économies. C'est vraiment pas le budget sur lequel il faut y aller, entre guillemets, petits bras. Bien au contraire. Merci Max. Pour toi, en tant que directeur commercial de la société Beware Citizenry, qu'est-ce qui fait
qu'un objet média réussit? Qu'est-ce qui fait qu'il est responsable? Comment on l'inclut dans une stratégie de communication responsable? Aujourd'hui, nous sommes une filière qui avons vraiment pris conscience qu'un objet média doit vraiment tenir compte des impacts, de l'impact environnemental et de l'approche RSE recherchée par les annonceurs. Aujourd'hui, les fabricants que nous sommes, les marques que nous sommes, les stockeurs que nous sommes, prenons vraiment en considération tous ces critères, de façon à vraiment être en adéquation avec les besoins des annonceurs, bien entendu, mais aussi des consommateurs. Très important. C'est fini le gadget, c'est fini les petits produits qui ne servent pas. Aujourd'hui, il vaut mieux faire moins d'objets médias, mais des objets médias qui ont du sens. Il y a un autre sujet qui est important aussi, c'est le fameux don et contre-don. Un objet média, si malheureusement il est mal choisi, pas adapté à la cible, s'il est très déceptif, pour l'annonceur qui aura dégagé un certain budget de marketing, l'effet va être à contre-courant pour lui, c'est-à-dire déceptif. Et donc, son client ou son prospect, au lieu de se sentir valorisé, il va plutôt se sentir, entre guillemets, maltraité, mal considéré. Donc le fait de bien choisir un objet média, à contrario, va plutôt aussi donner une valorisation, c'est-à-dire, ah, telle marque, qu'est-ce qu'il me considère? Oh, quelle reconnaissance? Quel positionnement ai-je? Donc il y a aussi un côté, je dirais, qualitatif qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important que notre filière soit sensibilisée sur ces enjeux et surtout sache rassurer, guider et conseiller les annonceurs. C'est vraiment les annonceurs qu'il faut convaincre en permanence. Ensuite, au niveau de nos objets, on est vraiment tous dans une logique de moins mais mieux, d'une part. On limite de plus en plus aussi les stocks. On essaye de produire ce dont on a besoin. Donc on est vraiment engagé par rapport, je dirais, aux attentes que les jeunes, comme vous l'avez dit entre autres, et les acheteurs, en fait, nous imposent comme contrainte. Merci Max. Alors, j'ai une question pour toi, Marc. CIO de Big Graphic, voilà. Mais d'abord, je voudrais te remercier. Je voudrais te remercier parce qu'à la Fédération, on a besoin de gens. On est tous bénévoles. Et il y a une commission qui est la commission responsable qui tourne très bien. Et dans cette commission, alors Max, merci parce que tu es un des piliers. Mais Marc, sur cette conférence-là spécialement, merci parce que c'est quelqu'un de chez toi qui a piloté la rédaction de cette fiche, qui est l'objet média dans un mix 360, qui est Quentin, et qui est aussi un des piliers de cette commission et qui a énormément travaillé pour la rédaction de cette fiche, que je vous invite à prendre sur le petit présentoir à côté de Juliette. Alors la question que j'ai pour toi, Marc, c'est pourquoi intégrer l'objet média dès le brief est-il essentiel? Je pense qu'il faut bien comprendre que l'objet média est un facteur de communication et d'émotion et de connexion avec le consommateur qui est au final le cible de toute campagne publicitaire ou de toute campagne stratégique. Et si on n'intègre pas au départ quelle est la stratégie de la marque, quel est le produit qu'on veut lancer, on aura du mal à comprendre quel est le produit qui va l'accompagner. C'est pour ça que dès d'entrée, on doit comprendre quel est le positionnement d'entreprise, de l'annonceur, quel est le produit qui veut être lancé ou quelle est l'activation en magasin qui doit avoir lieu. De là va naître la réflexion tout de suite de comprendre quel est le besoin et on va travailler le besoin, on va le créer le besoin. On fait à la demande, on fait à la façon chez BIC. On produit nous-mêmes le produit. Donc on a eu plein d'exemples où on a développé le produit avec l'annonceur. Je vais vous citer un exemple. On a un jour Chanel qui développait des pop-up stores à Tokyo. Et Chanel voulait axer sur les années 70, sur les années 80, sur la mode. On a travaillé en amont avec eux sur quel était le produit iconique qui pouvait correspondre et sur développer un toucher du stylo qui correspondait au tweed de Chanel. Si vous n'avez pas ça d'entrée en amont dans la réflexion, c'est trop tard, vous allez prendre un produit, vous allez mettre un logo dessus, il ne va rien se passer. Et c'est la force de l'objet média. L'objet média peut être beaucoup plus qu'un véhicule d'une marque ou d'une communication. C'est un facteur d'émotion et c'est une transformation, une communication stratégique.
Effectivement, tu l'as dit, l'objet média, ça transmet l'émotion, c'est le toucher. Le toucher, c'est un de nos 5 sens, c'est un des plus importants. C'est un de ceux, Max l'a dit, qui permet la meilleure mémorisation. Et en fait, toucher un stylo qui doit avoir le twill de Chanel, effectivement, ça dégage une émotion dont on se souvient, une émotion qui marque. Alors, chez Big, vous produisez très localement, en France et en Espagne. Est-ce que tu peux nous parler des avantages concrets de cette production locale? Alors, d'abord, je crois que on est une boîte familiale, on est une entreprise familiale, la famille est très partie prenante dans l'entreprise, pas seulement au niveau actionnariat, hein, mais au niveau gestion de l'entreprise au quotidien. Et je pense qu'une des responsabilités d'entrée, ça a été d'aider les collectivités. Donc, et c'est pour ça qu'on s'est toujours attaché à développer des usines. Une de nos dernières usines la plus moderne est à Marne-la-Vallée. Donc on aurait pu faire des usines dans d'autres endroits. Mais aider les collectivités, intégrer les collectivités dans nos développements, c'était extrêmement important. Alors ça a de l'avantage parce que, notamment actuellement, dans des moments un peu d'incertitude, hein, on va appeler ça comme ça, on a besoin de réactivité et on a besoin de réagir vite. On a besoin des fois d'aller sur des petites quantités, on a besoin de trouver certains matériaux spécifiques. L'avantage d'avoir des usines, d'avoir des ingénieurs, d'avoir des fournisseurs locaux, parce que nous, nos matières premières sont en Europe, on les fait pas venir d'ailleurs. Donc ça nous permet de réagir et d'apporter la production aux besoins. C'est d'autant plus important qu'il y a, je pense qu'on le vit tous, hein, il y a un peu le phénomène dans notre industrie, dans notre monde, c'est que Amazon ne nous a pas beaucoup aidés parce que tout le monde a l'impression que maintenant on peut livrer du jour au lendemain. Quoi. Allez, tiens, demain, ben pourquoi Amazon est capable de me livrer un produit du jour au lendemain et vous, Big, vous n'êtes pas capable de me produire? Ben nous, on le produit, votre produit, on le construit avec vous. On a besoin d'un peu de temps pour le faire. Donc c'est pour ça que la proximité est importante. La proximité, ça nous évite les problèmes de transport, ça nous évite les problèmes des tarifs, ça nous évite tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais c'est aussi beaucoup de contraintes parce que ça a un impact sur les coûts. Au niveau de la production, mais on est prêt à l'assumer parce qu'on est une marque consommateur et on doit avoir des standards de qualité qui sont compatibles avec une production en Europe. Merci beaucoup. Je pense que tu cites Amazon et c'est important. C'est pas une critique hein, sur Amazon, pardon, hein, que ce soit clair. Mais quand ils sont produits à la demande, les objets médias, on fabrique uniquement ce dont on a besoin. Et je pense que c'est aussi un avantage important à prendre en compte dans le choix d'un objet média local. Je crois que tu vois, quand par exemple on a eu des cas où nos annonceurs étaient venus avec le distributeur, les agences, voir la production du produit, quand ils voient le produit être fait, ils ont une autre relation avec ce produit. C'est beaucoup plus qu'un simple produit qu'ils vont distribuer à leurs employés ou à leurs clients. Et on sent, et ils le disent, j'étais là quand le produit a été fait sur les machines. Ça a une autre relation. Et ça, vous pouvez le faire que si vous produisez localement. Toujours l'émotion dont on parlait, en fait. Alors, Simon, tu représentes la société Wallomo. Wallomo, vous faites principalement du textile. C'est intéressant justement parce que vous en faites en import, vous en faites localement. Et pour toi, qu'est-ce que le textile peut apporter? Alors, à la fédération, on a l'habitude de dire l'objet média, mais attention, quand on dit l'objet média, c'est le produit en lui-même. On intègre bien évidemment le textile qui a une grosse part dans ce marché. Eh bien, merci Cécile. Le principe du vêtement d'image, c'est un peu la devise des philosophes, notre marque, c'est le « je porte donc je suis ». C'est l'affirmation, finalement, on porte un vêtement, on le représente, on va lui donner une signature grâce au marquage, et quoi de mieux que d'un vêtement pour afficher finalement nos convictions. Donc aujourd'hui, voilà, le textile porté, c'est un média vivant. Tu parlais tout à l'heure de la durée de conservation d'un objet média, on était entre 1 et 2 ans. Je crois que Florian Escoubès parlait plutôt sur le textile de 3-4 ans, c'était l'objet qui était conservé le plus souvent dans nos vestiaires. Si on retrouve d'ailleurs dans nos placards, on retrouvera forcément un t-shirt Fruit of the Loom, un t-shirt Gildan, un t-shirt Solo
peu importe nos origines, d'où on vient, on a forcément ça dans nos placards. Et donc, il est important aujourd'hui que ce vêtement-là, il ait une visibilité qui soit encore meilleure, qui soit plus noble que ce que ça a pu être par le passé, où ce t-shirt, il était rangé à la case des pyjamas, à la case du t-shirt de bricolage, etc. Donc aujourd'hui, on va élever finalement cette qualité pour en faire un t-shirt qui soit porté au quotidien et que l'appartenance, la marque finalement soit valorisée et qu'on ait un meilleur ressenti finalement. On revient encore sur cette émotion, sur ce produit qui voyage, qui se transmet, qui est viral, sur cette campagne de communication qui bouge dans la ville, qui est permanente, qui bouge dans la société, qui bouge auprès de vos clients. Voilà. Et comment tu gères cette double casquette de la société, le lien entre tes produits import, le lien entre tes produits made in France, comment tu argumentes ça auprès de tes clients ? Nous, on n'est pas dogmatique sur le Made in France. On estime que ce ne sera pas la France ou la Chine, mais ce sera la France et la Chine. Donc aujourd'hui, on invite nos clients, nos distributeurs et nos distributeurs à amener aussi leurs clients et à venir dans notre atelier et constater que finalement la fabrication française, c'est plus une chimère, c'est réel. On prend des exemples avec des entreprises merveilleuses comme BIC, des industriels de plus de 100 ans, 80, qui ont roulé leur bosse et qui nous donnent en fait aussi des tuyaux. On échange beaucoup aussi avec Bonjour François sur l'usine de demain. Et donc, c'est en apportant cette transparence qu'on estime que on va connecter avec le fabricant et finalement, le vêtement qu'on va en retirer va avoir une vraie signification pour celui qui va le porter. Donc, la Chine aujourd'hui nous fournit des machines, nous fournit parfois de la matière première. On n'a pas honte de le dire. Quand on peut sourcer de la maille, on va aussi la chercher en France, on va la chercher au Portugal, on va la chercher en Turquie, au plus près. On fait de plus en plus près et on est en train d'opérer progressivement cette remontée de filière avec tout un tas d'acteurs qui sont aujourd'hui présents au premium sourcing. Et c'est très concret et surtout ça avance vitesse grand V. Je crois que dans les derniers chiffres de la fédération, le Made in France était l'une des catégories qui était la plus en croissance. Et je crois qu'on était à plus 9% sur ce segment. Je crois que c'est alimenté par à la fois les agences qui arrivent à le vendre. C'est plus juste, oui, j'ai eu une demande peut-être d'une alternative, mais ça signe jamais. Là, aujourd'hui, ça signe vraiment. Et aussi des fournisseurs qui, comme nous, comme Beware, comme BIC, comme XD, qui arrivent sur l'Europe. Non, pas encore. Ça va arriver. Et tout un tas d'autres acteurs qui vont ensuite progressivement relocaliser et achever cette remontée de filière. Je pense que c'est hyper important ce que tu dis. C'est pas la France ou la Chine, c'est la France et la Chine. Il y a des produits qu'on sait faire en France, qu'on peut faire en France. Il y a des produits qui sont pas trop consommateurs de main-d'œuvre, qui sortent à un prix acceptable en France. Et il y a des produits qui ont besoin aujourd'hui, dans l'état actuel du savoir-faire mondial, d'être faits en Chine, parce que c'est des produits qui sont soit des produits électroniques, soit même pour prendre des produits textiles, des produits qui sont très compliqués à faire, qui ont beaucoup de poches, beaucoup d'options, et qui seraient très très chers en France, qu'on saurait faire, mais qui seraient très très chers en France. L'important pour moi d'un objet média, c'est qu'il soit utilisé, c'est qu'il soit beau, et Julien va pouvoir nous en parler. Comment tu maximises l'impact d'un objet média? Quels sont, toi, Julien, représentant en France de XD Connect, qui est une marque qui fait des produits de qualité et des produits d'import. Merci Cécile. Alors, c'est très compliqué parce que dans les campagnes d'objets, tu as une problématique qui est de trouver un objet. Disons qu'on a 1000 bénéficiaires, on a un objet qui est identique, qui doit convenir à ces 1000 personnes. Donc c'est vrai que
On fait pas toujours, on peut pas toujours faire mouche à 100% en tout cas. Mais en effet, il est extrêmement important de se projeter, de se dire est-ce que c'est quelque chose que j'utiliserai? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter un plus? Est-ce que c'est quelque chose qui est réellement utile? Les enjeux environnementaux actuels amplifient cette chose. C'est-à-dire aujourd'hui, pour une entreprise, Max parlait tout à l'heure de l'objet qui va avoir un mauvais impact sur l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise qui va offrir un objet inutile, futile et on va dire jetable risque de faire vraiment l'effet opposé, c'est-à-dire que les gens disent attends, aujourd'hui tu m'offres ça, c'est comment vous pouvez faire ça, alors qu'à côté ils vont communiquer par exemple sur la diminution de leur impact CO2, etc. Donc en effet il faut être extrêmement vigilant. Ceci est également amplifié par les réseaux sociaux où l'information va très vite. Donc tu m'offres un produit d'une mauvaise qualité ou dangereux ou inutile, tu peux avoir très rapidement ce qu'on appelle un bad buzz qui va très vite devenir viral. Donc il faut en effet faire très attention. Il faut en effet que cet objet s'intègre dans le quotidien. Donc la visibilité 8 fois par jour, par exemple, pour une gourde est en effet une très bonne stat qui montre que ce produit-là va permettre à l'annonceur et à son image d'être le plus visible possible. L'objet, c'est une chose. Je tiens aussi à parler un peu de la personnalisation. C'est-à-dire, tu peux prendre un objet quel qu'il soit. La manière dont tu vas l'habiller peut lui faire raconter une histoire, peut rajouter à son unité, peut rajouter à son design et à son envie de le mettre en avant ou à son envie de l'exposer ou de le recevoir. Et en effet, il faut le penser dès le brief parce que tout part de là. En fait, quelle histoire je veux raconter ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux représenter ? Qu'est-ce que je veux mettre en avant ? Et il faut que l'objet choisi permette cela. Ce qui se passe avec l'environnement, c'est bien, dans le sens où ça nous fait prendre conscience de pas mal de choses. Et comme le disait tout à l'heure Max, c'est hyper important, le moins mais mieux est extrêmement nécessaire, pas que dans notre métier, mais dans notre vie au quotidien. On le voit aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui ne fait que grandir et qui est presque à son apogée. Et en effet, si je fais pas un objet qui va aller raconter l'histoire de l'entreprise et transmettre finalement mon identité et mes valeurs, je ferais mieux de rien faire en fait aujourd'hui. Il vaut mieux faire des choses qui ont du sens et si elles n'en ont pas, il faut éviter de le faire, que ce soit dans l'objet média et dans bien d'autres cas. C'est tout à fait ça en fait. L'objet média, le mieux conçu du monde, le plus parfait du monde, si on imaginait qu'il était possible d'avoir un objet média sans impact, en fait, c'est le plus pourri du monde s'il reste dans nos placards. S'il n'est pas utilisé, s'il n'est pas aimé, s'il n'est pas transmis, partagé, si on ne s'en sert pas, le meilleur produit du monde sera le plus pourri en réalité. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et quand on dit penser dès le brief, c'est à qui je vais le donner, qu'est-ce qu'ils vont en faire, pourquoi je fais ça en réalité. Et c'est, je pense, la principale question qu'il faut qu'on se pose, nous, revendeurs, lorsqu'on va voir un annonceur. Il nous dit, j'ai besoin de ça, mais c'est bien, tu as besoin de ça, mais qu'est-ce que tu vas en faire ? Pourquoi as-tu besoin de ça ? Parce que ça fait 10 ans que tu fais ça ? Ou parce que réellement, tes interlocuteurs ont besoin de ce produit ? Aujourd'hui, dans nos démos, dans nos explications, on parle... Moi, je parle beaucoup du Golden Circle de Simon Sinek, en fait, du why, du how, du what. Et on a un métier d'image, et c'est un peu ça le piège de notre métier. C'est-à-dire, on a pu tomber là-dedans par le passé. Comme on est dans un métier d'image, on va rester en surface et on va être dans le quoi. Et aujourd'hui, on va aller chercher le fameux how et le fameux why, le pourquoi. Et quand on a les trois, quand on est arrivé à définir le pourquoi, le comment et le quoi, on a le meilleur objet du monde et le meilleur vecteur de communication possible. Et en effet, qu'aucun vecteur, dont l'affichage qu'on déteste, on a en effet vraiment le meilleur objet. Voilà, c'est toujours appréciable quand pour une marque, finalement, je sais pas, tu vas dans la rue et puis tu vois quelqu'un qui a le sac à dos que tu lui as offert, c'est magnifique ça. Alors, comment tien, mais Basic Fit. Basic Fit, Basic oui. Fit est un exemple. Tout à fait. Mais le mien aussi, ouais. Alors, effectivement, c'est la grande qualité du média sur lequel on travaille tous aussi,
mais c'est aussi son principal défaut. Parce qu'un objet média, il reste. 50 ans après, on sort la vieille carafe Ricard de nos placards. Il est toujours là. Si vous avez fait un produit de qualité, si vous avez fait un produit qui écrit toujours, un produit qui est toujours porté, qui est toujours utilisé, qui est toujours beau, et ben ce produit, 50 ans après, les gens se souviennent encore de lui. Si vous avez fait une merde quand vous déménagez, vous ouvrez le tiroir, vous sortez le vieux porte-clés en plastique qui a cassé 4 fois, que vous n'avez pas jeté, vous ne savez pas pourquoi, et ben cette marque, elle vous revient comme une marque pourrie. Donc on la reprend vraiment en boomerang pour faire un petit jeu de mots. Mais en fait, c'est là le défaut de notre média, c'est qu'il reste. Et ça, n'oubliez pas de le rappeler aux annonceurs. C'est important, ils vont le reprendre en boomerang de la part de leurs investisseurs, de la part de leurs clients. Un produit de qualité, utile, qui dure, voilà. Et si possible, bien fait. Mais je dirais, et même moi je dis, si possible, bien fait. Puisque si on n'a pas rempli les premières conditions, on n'est pas bon. Alors, un sujet qui nous interpelle tous en ce moment, qui nous est beaucoup demandé par les annonceurs. Alors, petit aparté, la Fédération développe un calculateur carbone dont on a parlé hier à la conférence et dont vous retrouverez les infos en page 46 de ces mags. Mais XD utilise déjà un calculateur carbone. Donc, Julien, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que ça a été une volonté de notre part de le mettre en place pour des raisons réellement éthiques, mais, soyons très honnêtes, également mercantiles, dans le sens où aujourd'hui aucun investisseur ne s'intéressera à une entreprise qui n'est pas en mesure de mesurer le carbone qu'elle émet et qui n'a pas en place un plan de réduction de ses émissions. Donc en effet, ça a été très très important pour nous de le mettre en place avec l'outil qu'on a jugé, après différentes recherches, le plus valable, on va dire, le plus valable et le plus certifié. On fait ça avec un maximum de traçabilité, en donnant les sources, etc. etc. Mais, je veux dire, ça ne doit pas être une guerre commerciale au final au niveau des impacts carbone. On doit faire ça de manière honnête et de manière transparente. C'est ce que nous on essaye de faire, mais bien d'autres. Et en effet, la Fédé travaille là-dessus. Le projet est vraiment top. On est en relation nous aussi avec la Fédé pour essayer de le faire avancer. Et si on ne demande que ça, qu'il y ait un outil qui soit le même pour tout le monde. Hein, si je te donne un chiffre que j'ai calculé avec un outil et un autre que j'en ai calculé, ça n'a aucun sens. Idem pour l'enregistrement des données, etc., qui vont permettre de calculer ce chiffre. Et donc, en effet, ça va être fait sur les 5 piliers de l'analyse de cycle de vie. C'est vrai que moi, le premier, quand on a sorti ça, j'étais extrêmement étonné finalement parce que on parlait tout à l'heure d'un métier d'image. Et qu'est-ce qu'il y a comme image? Notamment, il y a les emballages. Les emballages, c'est hyper important de les réduire. Si tu mets tout bout à bout, c'est en effet hyper important. Si tu le prends sur l'impact carbone unitaire d'un produit, c'est minime. C'est minime. Le plus important, outre le high-tech qu'on va mettre un petit peu à part, c'est l'extraction des matières premières et la production. D'où l'intérêt, dans certains cas, de travailler sur des matériaux recyclés. Pas tout le temps, parce que des fois, de recycler des matériaux, c'est générateur d'émissions. Je prends un exemple du coton. Le coton à recycler, c'est... Donc, le coton, nous, qu'on appelle recyclé, c'est de la pré-consuming, c'est-à-dire c'est les déchets qui sont réutilisés. D'accord? Donc tout ça après va se mettre en place et rien n'est figé, tout évolue. Donc il y a vraiment des choses à faire et c'est hyper intéressant. Et en fait, pour être clair là-dessus, l'intérêt d'avoir les émissions carbone d'un produit ou d'une prod, c'est pas tant le chiffre que tu reçois en lui-même intrinsèquement, c'est juste le fait d'avoir un élément de départ et de pouvoir après réduire ton impact carbone. C'est tout. On dit pas c'est bien, c'est mal, ça fait. Il n'y a pas de jugement de valeur sur un produit. Et après, il y a des choses subjectives. C'est en effet, on en parlait tout à l'heure, l'utilité du produit. T'as un produit qui émet peu de carbone mais qui sert à rien, c'est comme le produit que tu achètes pas cher mais que tu n'utilises pas, il était hyper cher en fait. Tu vois, le produit que tu as acheté hyper cher, que tu gardes 100 ans, finalement, il n'était pas si cher que ça. Après, l'optimisation de la logistique, c'est hyper important. Je veux dire, ça, les annonceurs, c'est vrai que c'est notre job de les sensibiliser, le job aussi c'est le job de tout le métier. Tu peux pas aujourd'hui demander des produits qui soient recyclés ou en matériaux biosourcés ou que sais-je, et t'y prendre à l'arrache pour être livré vite et faire de l'avion. Je veux dire, à un moment, faisons des choses qui ont du sens. Dans ces cas, tourne-toi vers une autre solution. Ou alors, je veux dire,
il faut encore une fois un maximum de franchise. Et en effet, l'optimisation logistique est vraiment essentielle. Le choix des usines, bien évidemment, c'est hyper important. Ça, c'est notre responsabilité en tant qu'importateur d'être garant des usines avec qui on travaille et de ne pas se cacher derrière des oui mais. C'est notre responsabilité, on doit l'assumer jusqu'au bout. Et c'est ce que, ici, autour de la table, en tout cas, on essaye tous de faire. Pour certains, en plus, on l'a prod intégré, donc c'est en effet encore une autre histoire. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer, finalement. On met en valeur les lettres de noblesse de notre métier, qui a parfois été décrit. Il a été décrit dans les médias dernièrement. Hein. C'est facile à un moment de se contenter, encore une fois, de la surface et de diaboliser quelque chose juste parce que finalement il est là et qu'on pourrait s'en passer. Oui, c'est pas essentiel à la survie, mais c'est essentiel à la communication, c'est essentiel à maintenir du lien. Ça a été, on avait un autre nom avant qui était Xindao, si on s'est appelé XD Connect, ça a été en effet pour ce côté connexion. Tu parlais tout à l'heure de la réciprocité. Moi, il y a un objet pub qui n'est pas souvent offert, mais qu'en fait j'adore. Finalement, c'est le couteau, quoi. Parce que tu te donnes un couteau, tu me donnes un centime. Je trouve ça génial en termes de com. Il y a plein de choses comme ça, ce fameux merci. Et je tiens aussi à rappeler un truc. Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais on est le seul média non intrusif. L'objet que tu me donnes, je décide de l'accepter. La pub que tu me mets dans la tronche, je ne l'ai pas demandé et j'ai pas forcément envie de l'écouter. Tu l'as dit ? Non, je disais à Simon, pardon pour la PLV, parce que notre métier vrai, inclut aussi un peu de PLV. Oui, mais la PLV, elle est réutilisée sur les événements, etc. Notre métier, c'est pas que la com, c'est pas que l'objet qu'on donne à des clients. On n'a pas parlé de la communication interne aussi. Je dis, on fait du bien à nos salariés. Ça a été après le Covid, il y a un truc hyper important de dire, voilà, je suis bienveillant envers mes équipes. Je fais des cadeaux, qui vont leur rendre leur travail plus agréable, qui vont leur permettre d'être en meilleure santé, par exemple, que ce soit pour l'eau, etc., etc. C'est super intéressant, on peut faire de belles choses. Et en fait, finalement, moi, ça fait 17 ans là chez XD. Avant, j'ai eu le plaisir de travailler dans des agences aussi revendeurs. Et je suis plutôt fier du métier que je fais. Et je pense qu'on peut tous être fiers de faire ce métier et de participer à son évolution. Voilà pour moi. Tu l'as dit, l'objet pub se substitue aujourd'hui souvent à un achat. Tout à fait. Et en ce sens-là, effectivement, il a moins d'impact parce que c'est un produit qu'en tant que consommateur, j'aurais acheté. Marc, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Je voulais rebondir sur un très très bon point de Julien. On m'entend ? Oui. C'est par rapport au calcul de l'empreinte carbone. Je pense qu'il ne faut pas tomber justement dans la guerre commerciale. Alors, je suis à un âge où j'ai du mal à lire de près, mais les conneries, je les vois arriver de loin. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans moi je suis à 53 de carbone impact, moi j'ai fait moins 32. Parce que l'autre jour il y avait déjà des catalogues avec marqué moins 32% de carbone impact. Ouais, mais si ton carbone impact à la base c'est une calamité, moins 32% c'est toujours une calamité. Donc il faut surtout que notre industrie se décrédibilise pas en rentrant là-dedans. C'est une démarche hallucinamment bonne que fait la fédération, mais il faut la maîtriser de façon adulte et savoir ce qu'il y a à l'intérieur, être honnête, savoir ce qu'on y intègre et pas en faire un juge de paix, mais un élément d'information. Ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, on va arriver avec des scorecards, des éléments avec des... Et bien alors toi, tu as 3 points parce que tu as fait ça. Toi, tu as bougé le camion de 2 km, donc là, boum, bim, et donc j'ai choisi ce produit-là. Et peut-être que le produit, il n'est pas du tout adapté à ton besoin. Ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire pour l'annonceur. Donc attention à ne pas passer par des phénomènes de mode. On a tous connu à un moment donné des gens qui disaient achetez du bambou parce que vous allez sauver la planète. Sérieusement ? Là, il ne faudrait pas que ça soit une mode. Et donc c'est important qu'on le fasse de façon responsable. Et je crois qu'on a beaucoup d'entreprises responsables et de plus en plus responsables. Il y a une fédération qui nous aide pour ça. Donc attention à ça. C'est mon seul petit bémol que je voudrais mettre. Je pense que tu as tout à fait raison. On est un métier responsable, on est une profession responsable. Peut-être que ce qu'il faut qu'on apprenne à faire plus, à faire mieux, parce qu'on le fait déjà beaucoup, c'est faire ensemble. C'est n'oublier personne et c'est nos concurrents, vos concurrents, vous êtes tous là, 4 fournisseurs sur ce plateau, vous ne vous considérez pas comme des concurrents, vous vous considérez comme des confrères. On a la fédération des revendeurs, on n'est pas concurrents. Nos concurrents, c'est la télé,
c'est la radio, c'est ces 35 milliards que représente le monde de la communication dans lequel on est tout petit. Et pourtant, je le redis parce que j'en suis convaincue, on est le moins impactant et le plus responsable. Parce qu'on ne fait pas tourner des serveurs de data, on transmet un objet tactile, un objet utile, un objet qui sert et un objet qui dure. Donc ça, c'est en ça notre produit qui est le plus décrié et peut-être le plus responsable. Et pourquoi il est le plus décrié ? Parce que c'est le dernier qu'on intègre dans notre stratégie de communication quand on est respocom d'une grosse boîte. C'est la dernière petite ligne. C'est en plus la plus facile à faire sauter. Pourquoi ? Et c'est encore le défaut de notre qualité, parce qu'ici, tous, on est hyper agile. Parce que quand la respocom, elle change d'idée, eh ben, c'est pas grave, on est capable de changer de produit. Et ce qui n'est pas le cas de la télé quand ils ont envoyé une équipe de tournage à l'autre bout du monde pour vous faire un spot qui va être publié 4 fois. Donc, c'est pour moi, nos concurrents, ce ne sont aucunement les gens de notre profession. Les parts de marché, il faut absolument qu'on aille les chercher chez les autres médias. Et tout ça, on peut le faire que ensemble. On peut le faire ensemble en professionnalisant notre profession, avec effectivement le calculateur carbone, avec d'autres choses, avec l'éco-score, parce que le calculateur carbone qu'on développe à la fédération n'intégrera pas que le calcul carbone. Comme tu le disais, Marc, c'est pas un bête petit chiffre dans un coin, c'est un calcul carbone plus un éco-score qui valorise d'autres choses que l'impact carbone, dans lequel on peut tous se retrouver. Et puis, c'est le fait d'être expert, d'être de vrais conseillers auprès des annonceurs, de reprendre, Julien l'a dit, dès le brief, d'intégrer l'objet publicitaire, enfin voilà, tout ce que vous avez pu dire. Je vais vous laisser peut-être à chacun un petit temps pour conclure ou rajouter... Sur ce que tu disais, aussi avec le passeport numérique des produits, c'est une problématique à laquelle on va devoir être tous confrontés. Le rôle, je pense aussi, de la fédération, c'est d'accompagner fabricants et agences pour offrir une plateforme commune sur laquelle on peut trouver effectivement toute la traçabilité concernant nos produits. Et donc, en ça, voilà, on en a discuté aux dernières universités d'été, mais je pense que le projet va voir le jour courant de l'année. Et puis, on parlait aussi de la substitution d'un achat. Vous le savez, en 2022, on a eu des restrictions énergétiques qui ont poussé toute la profession à équiper leurs clients en vêtements chauds, vêtements d'hiver pour baisser la consommation. Voici un autre exemple de comment, avec un produit, on a finalement un impact énergétique très positif, puisque les entreprises ont nettement baissé leur truc, et nous, ça a servi aussi notre profession. Donc on espère qu'on va bénéficier aussi de nouvelles lois qui vont effectivement pousser les achats de vêtements sur cette fin d'année. Voilà, vêtements made in France, on l'espère aussi. Merci Simon. Julien ? Déjà, merci de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer sur nos valeurs et nos visions de notre métier, et de le faire ensemble. Et déjà, voilà. Et pour ma part, voilà, je pense qu'on a tous besoin de sens dans ce qu'on fait et que l'objet média a du sens. C'est à nous de le mettre en avant, de s'assurer de le faire, de transmettre ce sens et de le mettre en avant. On a besoin de transparence, on a besoin d'honnêteté. J'allais dire dans la vie, mais aussi dans l'objet média en l'occurrence, on a vraiment besoin de transparence. Et je pense qu'on va aller dans ce sens de toute façon, qu'on le veuille ou non. Donc autant anticiper les choses et tant que ça ira dans ce sens-là, tout le monde trouvera sa place. Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a des parts de marché à prendre, non pas entre nous, mais également et surtout vers l'extérieur. Je parlais pour le coup d'XD. On l'a vu tout à l'heure. On a sorti un concept de carte cadeau. C'est pas pour changer l'objet, c'est pour toutes ces entreprises qui disent je vais pas faire de l'objet, je vais faire un bon d'achat, ou tiens, on va revenir sur Amazon, bam, une carte Amazon. Où nous on a essayé de trouver une solution qui permette aux professionnels de l'objet média de garder en effet leur part de marché chez leurs clients avec cela, et ça reste de l'objet média et ça reste de la personnalisation. Voilà pour ma part, et encore une fois merci beaucoup. Merci Julien.
Max? Écoutez, moi je dirais, je suis aussi et autant fier que vous de travailler pour cette filière. Ça fait aussi assez longtemps, plus de 20 ans. Et quand on regarde un petit peu en arrière, on se dit quelle belle évolution. Je vais prendre notamment le textile. Je trouve qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont vraiment proches de ce qu'on peut faire en boutique, des grandes marques. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à continuer à pousser, à tirer notre marché vers le haut. Et c'est vraiment ce que notre filière fait. La fédération nous aide, bien entendu. Et continuons, je dirais, tous les acteurs que nous sommes, à rester investis et aller dans ce sens, ce qui sera toujours donc du moins mais mieux. Et aussi à valoriser l'objet média. On a vraiment un super outil, on a un beau métier, on a une belle filière. Donc maintenant, à nous aussi de convaincre les annonceurs. Et effectivement, allons chercher des parts de marché chez des médias qui sont muets, chez des médias qui ne savent pas parler, chez des médias qui ne savent pas dire merci. Bref, donc voilà, on a vraiment plein de belles choses à faire. Et écoutez, je souhaite à tout le monde une belle fin d'année. Merci. Chez BIC, on est très heureux et très fiers d'être dans cette industrie parce qu'on la trouve très noble. Et on est très fiers que nos produits valorisent des marques, des enseignes. Et on pense qu'il y a un réel futur. Moi, j'insisterai sur 3 aspects. Déjà sur l'aspect de l'émotion, de la connexion avec les consommateurs. Il faut qu'on crée cette connexion avec les consommateurs parce que du coup, la question de l'intérêt ou de l'usage du produit ne se pose plus parce que c'est irrationnel. Et on a suffisamment dans nos portefeuilles de produits, quelle que soit la catégorie, des produits qui créent cette connexion avec qui on a vécu une aventure. L'usage, c'est important. La durabilité, c'est important. Et surtout, je crois qu'il faut qu'on soit fier et qu'on n'ait aucun complexe par rapport à d'autres médias qui se disent plus nobles, comme les réseaux sociaux, la télévision, ou les affiches. Parce que nos produits, ils sont avec les consommateurs toute la journée, tout le temps, et ils ne sont pas intrusifs. Combien de fois vous êtes avec des gens qui sont, moi le premier, épuisés par les écrans publicitaires ou les emails que l'on reçoit en disant « mais ça s'arrête quand ?» On ne reçoit plus les messages. Quand vous avez un briquet, que vous avez besoin d'allumer une bougie, que vous avez un stylo, que vous écrivez, que vous avez un textile chaud qui vous permet de vous protéger, vous êtes bien content. Et si en plus il est bien fait, bien décoré avec une belle marque dessus, c'est magnifique. Donc on a un excellent avenir dans cette industrie. C'est nous qui l'avons dans notre main, mais on a une responsabilité sérieuse par rapport au développement durable, par rapport à l'empreinte carbone. Et on a suffisamment de professionnels et de capacités et d'intelligence réunies collectives pour y arriver. Bien, merci à tous les 4. Peut-être un petit mot de la fin pour revenir sur le ensemble. La salle s'est un peu vidée. Et la raison pour laquelle elle s'est un peu vidée, et il y avait beaucoup de monde tout à l'heure qui était derrière, c'est qu'en fait, ceux qui écoutaient tout à l'heure étaient des agences adhérentes qui rentrent en collège là. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'à la fédération, on sera plus fort, on fera mieux ensemble, on communiquera mieux, on pourra plus échanger si on est plus nombreux. Alors j'imagine que ceux qui restent ne sont peut-être pas encore adhérents à la fédération. J'ai qu'un mot à vous dire, venez nous rejoindre parce que d'abord, plus on sera nombreux, plus on aura de poids auprès. On a rejoint la filière de la communication, on parle avec les plus gros de la communication. On est encore petit, on l'a dit, 1,4 milliard versus 35 milliards. Moi, le chiffre, il m'affole. Mais il faut qu'on soit nombreux pour marquer l'importance de notre métier. Venir à la fédération, c'est aussi pouvoir vous investir. Et vous investir, c'est échanger, c'est partager, c'est en apportant un petit caillou, en récolter 10 parce que vous allez avoir 10 bonnes idées qui vont venir. C'est vous poser les bonnes questions, c'est le faire ensemble. Et en plus, c'est souvent passer des bons moments de partage. Et on fait quand même un métier qui nous occupe une bonne partie de notre journée. Autant le faire avec plaisir, avec des gens qu'on apprécie. Donc, merci beaucoup à tous les